Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette conférence sur l'argent et la confiance. Vous connaissez les règles du jeu de la cité, il va y avoir un rapide dialogue sur le plateau, ici, entre nos 4 intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Après quoi, questions de nos étudiants qui sont au premier rang, et puis on élargira le débat à la salle dans la dernière demi-heure. Je voulais vous montrer quelque chose. Tout le monde connaît ça, hein, ce petit rectangle de papier. C'est vrai que c'est 3 fois rien. Au fond, si je le donne à chacun d'entre vous saura de quoi il s'agit. Vous pourrez me donner, en contrepartie de ça, 2 billets de 10, 20 pièces de 1. Mais personne d'entre nous n'aura de doute sur la valeur de ce rectangle de papier. Et pourtant, ça n'est jamais que du papier et de l'encre. C'est un signe qui a justement une signification. Cette croyance, cette confiance qui est la nôtre, c'est le socle de la vie en société. L'argent, ça sert aux interactions entre nous, surtout dans une société où tout est marchand, presque tout est marchand. En tout cas, la marchandisation a progressé de façon considérable dans le dernier siècle. L'argent, c'est aussi pour chacun d'entre nous un moyen de voyager dans le temps. On n'y pense pas, mais c'est un pont entre le passé et l'avenir. Ce billet, c'est le fruit de mon travail du mois dernier, peut-être, que j'ai gardé ici et que je pourrais utiliser le mois prochain ou dans 1 an, dans 10 ans, que sais-je. En tout cas, je vais pouvoir me servir du fruit de mon travail dans le futur. L'argent, c'est donc tout à la fois banal, quotidien, et très, très précieux, à la fois concret, abstrait. C'est à la fois le passé et l'avenir. Il est par nature lié à la confiance, c'est la confiance. Mais, et c'est notre sujet, il arrive que cette confiance se rompe. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire, et d'ailleurs dans l'histoire proche. Hein, souvent on se dit, bon, au fond ça ne peut plus arriver, mais un week-end d'octobre 2008, au moment de la crise financière, il y a eu des doutes très importants, non pas tant sur l'argent d'ailleurs que sur la solidité du système bancaire, mais c'est 2 concepts qui sont assez proches. Certains pensent donc d'ailleurs qu'on est tout proche d'une autre crise financière qui briserait la confiance, d'où l'envolée de l'or, plus 40% cette année, d'où l'extraordinaire progression du Bitcoin et des crypto-monnaies, et nous y viendrons dans un instant. Toutes ces questions, nous allons les traiter avec tout d'abord à ma gauche Agnès Benassi-Kéré, qui est sous-gouverneure de la Banque de France. Banque de France, c'est vraiment, Agnès, le socle de la confiance et du système financier et monétaire français. Et à sa gauche, c'est Marc Schwartz, qui est PDG de la Monnaie de Paris. Monnaie de Paris, Marc, qui a été créée il y a 12 siècles. Ça fait 12 siècles que tu imprimes les pièces que nous avons, pas toi en tant que tel, moi personnellement. Toi et tes prédécesseurs, que tu imprimes les pièces que nous avons dans notre poche. À ma droite, c'est Jean-Paul Mazoyer, qui est président du conseil du groupement carte bancaire CB, donc un homme clé là aussi dans la dématérialisation. Jean-Paul est également banquier, il est directeur général adjoint du groupe Crédit Agricole. Et à sa droite, Stéphane Boujna. Stéphane, tu es le patron, le PDG d'Euronext. C'est l'entreprise qui gère la bourse de Paris, mais pas seulement Paris, hein, tout un tas de bourses européennes. Tu es, à travers la société que tu diriges, l'un des premiers acteurs mondiaux de la bourse et le premier en Europe. Marc, je vais commencer par toi, entreprise la plus vieille du monde. Qu'est-ce qui fait que la confiance en l'argent
a pu être brisée à certains moments de notre histoire. Merci François. Alors, comme tu as commencé par montrer quelque chose, je vais faire pareil. Je vais vous montrer ça. C'est une pièce de monnaie. C'est un peu plus d'antériorité que les billets, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas les billets, chère Agnès. Mais en effet, François, tu as rappelé que la monnaie de Paris était la plus ancienne institution de France. C'est exact. Nous avons été créés en 864, à un moment où les rois de France, Charlemagne, puis Charles le Chauve, son petit-fils, et puis ensuite Saint-Louis, quelques siècles plus tard, avaient l'idée qu'il fallait concentrer le pouvoir de battre monnaie dans les mains de l'État et dans les mains de la monarchie. Auparavant, tout le monde pouvait battre monnaie, les seigneurs locaux, les féodaux, l'Église parfois aussi. Et à un moment dans l'histoire de notre pays, et c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays, eh bien, les rois se disent il faut qu'on reprenne le contrôle de ce pouvoir qui est éminemment régalien, le terme est bien choisi, qui a à voir avec la souveraineté, pour dire au fond il y a une seule monnaie qui peut circuler dans ce pays, qui a un cours légal, on n'utilisait pas encore cette expression à l'époque, mais c'est ça que ça veut dire, qu'il doit être accepté par tous. Et j'en viens tout à fait au sujet, à la question que tu poses, François, c'est qu'au fond, c'est ça qui donne confiance dans la monnaie. Historiquement, c'est le fait qu'à un moment, c'est celui qui a le pouvoir d'émettre la monnaie. C'est-à-dire le pouvoir politique, quand même, le souverain à l'époque. Alors, pouvoir politique, je dirais l'État, puisque le pouvoir politique, il n'y a pas une dimension politique là-dedans, il y a plus une dimension, disons, institution publique. À l'époque, les banques centrales n'existaient pas, elles sont apparues dans l'histoire beaucoup plus tard, 17e, 18e siècle à peu près. La Banque de France a été créée en 1800. Et donc, le pouvoir de battre monnaie, de mettre son image sur la monnaie, alors c'est plus le cas aujourd'hui, hein, les chefs d'État ne mettent plus leur image sur les pièces de monnaie, sur les billets, le pouvoir de battre monnaie et d'inscrire cette forme d'officialité, enfin de quelque chose de très officiel, de reconnu, et quelque chose qui doit inspirer confiance. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, la première pièce de monnaie qui a été frappée en Lydie, qui était un royaume qui est actuellement, ce qui est actuellement la Turquie, on est donc au 600 avant Jésus-Christ, il y a bien longtemps, il y a 3000 ans, le roi de ce royaume s'appelait Crésus, hein. C'est véridique, hein, c'est pas une légende. Et on trouvait du minerai d'or et d'argent au fond d'un fleuve qui coulait au milieu de ce royaume qui s'appelait le Pactole, le fleuve Pactole. Donc tout ça, c'est une vérité historique. Hein. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires pour que vous puissiez y croire. Et la première pièce de monnaie de l'histoire, on en a d'ailleurs 2 exemplaires dans notre musée à la Monnaie de Paris, 11 quai de Conti, très joli musée, ouvert tous les jours sauf le lundi. La publicité de 11h à 19h. Interdite. Que je vous invite à venir visiter. Marc, invitation bien reçue, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à certains moments, la confiance se rompt? Alors, je pense que, en fait, la question, le débat confiance et défiance, l'argent, confiance et défiance à travers les siècles, en réalité, il y a quelque chose qui est profondément ambivalent. C'est qu'à la fois, la confiance est là, ma voisine pourrait en parler beaucoup mieux que moi, la monnaie, c'est la confiance. On parle de monnaie fiduciaire, confiance en latin, mais en même temps, et c'est le côté ambivalent, l'argent, la monnaie, ça crée aussi de l'envie, ça crée du désir, ça suscite des crises dans l'histoire, tu en as parlé tout à l'heure, ça suscite de l'envie, et ça peut créer un sentiment qui est inverse à celui de la confiance. Donc, qu'est-ce qui fait que ceci se déclenche? Ça, ce serait un long débat, mais je pense que tout ça se ramène finalement à une forme de confiance dans les institutions publiques. C'est-à-dire dans les pays dans lesquels il y a une forme de confiance dans l'État ou maintenant dans les banques centrales, puisque les banques centrales sont en quelque sorte la manifestation contemporaine de la puissance publique dans l'ordre monétaire, et qu'elles sont indépendantes déjà depuis quelque temps, eh bien quand les citoyens ont confiance dans ce système, la monnaie est stable et la confiance dans la monnaie existe. À l'inverse, quand il y a une instabilité politique, la confiance dans la monnaie disparaît, et là on a des phases bien connues dans l'histoire d'hyperinflation, de dévaluation et de difficultés. Instabilité politique, la dissolution par exemple. Je ne ferai pas de commentaires sur ce sujet, si tu me le permets. Agnès Benassi-Kéré, l'une des responsables de la Banque de France. Alors la Banque de France est assise sur 36 tonnes d'or qui sont logés à quelques dizaines de mètres sous le siège de cette vénérable institution. C'est justement pour donner confiance. On a toujours besoin de cette référence de façon à asseoir la crédibilité d'une monnaie et d'un système monétaire? Je ne crois pas.
Alors, je voudrais reprendre, merci de m'avoir invité, je voudrais reprendre avec les pièces. Quand on dit argent, on pense au métal précieux. L'argent, c'est avant tout un métal précieux. Et les pièces étaient en argent ou en or. Alors, le roi de Lydie, certes, donc, effectivement, c'est le premier à avoir mis son effigie, mais il était très malin. Et assez vite, il a eu l'idée de mettre une valeur faciale sur les pièces qui était différente de la valeur en or de la pièce, ce qu'on appelle le seigneuriage, et d'utiliser la différence entre les deux valeurs pour financer ses dépenses. Donc, je pense que à la base, dès l'Antiquité, on a des problèmes de défiance dans la monnaie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, même si ça a pris beaucoup d'ampleur, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours une tentation du souverain, en fait, d'utiliser la monnaie pour essayer de gagner de l'argent et sans être désagréable. La pièce de 2 € que vous avez là, elle n'a pas de valeur fixe en or. Mais on a quand même confiance. Et donc, je réponds à votre question. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'or dans les sous-sols de la Banque de France qu'on a confiance dans la valeur de la monnaie. Alors, donc, l'histoire monétaire, je ne vais pas vous la faire. Après, vous avez peut-être effectivement des billets dans vos poches. Quelle est la contrepartie d'un billet? Ça n'est pas de la valeur. Donc, on est passé par les pièces en or, ensuite les talons or. Donc, les pièces étaient convertibles en or. Et il y avait effectivement des réserves d'or. En tout cas, c'est ça qui assurait la confiance, même si vous pouvez aussi avoir des paniques en se disant il n'y a peut-être pas assez d'or. Et aujourd'hui, en fait, la confiance dans le billet de 20 € n'est pas assurée par un stock de métal précieux, elle est assurée par la contrepartie dans le bilan de la Banque de France. Donc, en fait, votre billet, c'est un morceau du bilan de la Banque de France, c'est en fait un passif de la Banque de France. Et il y a une contrepartie, et cette contrepartie, eh bien, ce sont des actifs sur l'économie, d'où le rapport avec la confiance dans l'économie, puisque la confiance dans ce billet de 20 €, la confiance dans sa valeur nominale en euros, est liée totalement à la solidité du bilan et donc la valeur des actifs qui sont dans le bilan de la Banque de France. Alors vous avez peut-être aussi de la monnaie sous forme de compte en banque. D'accord ? Sûrement, chacun d'entre nous a un compte en banque. Voilà. Et donc cette monnaie est convertible en monnaie en billets. Vous pouvez aller dans un distributeur et là vous tirez sur votre monnaie dite privée, donc dans un compte bancaire, et vous en convertissez en un morceau du bilan de la Banque centrale. Donc là aussi, peuvent se nicher des problèmes de confiance. On connaît l'histoire des paniques bancaires. Et essentiellement pour des problèmes de liquidité, puisque les banques, leur raison d'être, c'est de prendre des dépôts qui sont liquides et de les convertir, de prêter aux entreprises et aux ménages à long terme. Et donc si les gens viennent en masse chercher leurs dépôts, eh bien, la banque a du mal à leur répondre. Et c'est pourquoi les banques sont extraordinairement régulées, surveillées, et qu'il y a une garantie des dépôts. Vous savez qu'il y a une garantie des dépôts jusqu'à 100 000 € dans la zone euro. Et que les banques, si elles n'ont pas assez de liquidité, peuvent aussi s'adresser à la Banque centrale. Et c'est pour ça qu'on dit que la Banque centrale est le pilier, parce qu'en fait, elle va garantir cette liquidité pour les banques. Donc, je voudrais juste terminer, il y a deux choses. Je voudrais juste terminer sur donc, les cryptos, là-dedans, c'est quoi ? On y reviendra dans un instant, les cryptos. Oui. Deuxième chose, j'ai parlé de la valeur nominale de la monnaie, mais il y a aussi la valeur réelle. En fait, la vraie valeur de la monnaie, c'est la quantité de biens et services qu'on peut acheter avec. Et c'est donc l'inflation, la déflation. Ça change en fonction de l'inflation, évidemment. Voilà, donc le rôle de la Banque centrale, c'est garantir en fait la valeur réelle de la monnaie, et donc une inflation basse et stable. Et donc revenir, quand il y a eu la poussée inflationniste, les banques centrales ont mis tous leurs efforts pour ramener l'inflation à un niveau faible, mais éviter aussi les pénuries de monnaie. Et je voudrais juste donner l'exemple de l'Inde en 2016, où le gouvernement indien a décidé de changer les coupures. Il y avait 2 coupures qui devaient être changées, ça représentait 85% de la masse monétaire, et en 50 jours, les gens devaient aller changer leurs billets pour des nouveaux billets. Et ça s'est mal passé, il y a eu une pénurie de billets, et ça a été une catastrophe économique, parce que non seulement les gens ont dû faire la queue pendant des heures, au lieu d'aller travailler, ils se faisaient la queue pour changer leurs billets, et d'autre part, les transactions ne pouvaient plus avoir lieu. Et faites l'expérience, il y a des tas d'expériences qui ont été faites, sans monnaie, vous arrêtez l'économie. Et ça s'est passé aussi en Argentine il y a quelques années. Bien sûr. Voilà, donc le rôle de la Banque centrale, c'est mettre à disposition de la monnaie en quantité suffisante pour que les transactions puissent avoir lieu dans la plus grande confiance,
et pas trop pour ne pas déclencher de l'inflation. Et donc c'est un rôle, c'est très important que ce soit la puissance publique et même, je dirais, l'indépendance par rapport au souverain pour éviter le phénomène du roi de Lydie. Hein. Donc l'indépendance par rapport au souverain de manière à atteindre cet objectif d'inflation stable sans interférence et être crédible quand elle le fait. C'est la soupe de boucle d'or, hein. Ni trop chaude, ni trop froide. Il faut trouver le bon degré. Chacun a les références qu'il mérite. Je parlais pour moi, bien sûr. Non, ça me dérange pas. Jean-Paul Massoyer, vous êtes donc président du conseil du groupement carte bancaire CB. Bon, la carte, c'est encore un degré d'abstraction supplémentaire par rapport au liquide, qu'on appelle le liquide. Hein. C'est-à-dire, le liquide, c'est déjà abstrait, au fond, par rapport à la valeur de la monnaie. La carte, c'est encore une étape supplémentaire. Ça veut dire que là, plus le temps passe, plus on va dématérialiser les paiements. Bonjour à toutes et à tous, et effectivement, comme tout le monde a commencé avec un petit objet, je vais commencer aussi avec mon petit objet. Et puis, beaucoup de choses ont été déjà dites par Marc et par Agnès, mais c'est vrai qu'il y a 3 types de monnaies, et la confiance qu'il y a derrière ces 3 types de monnaies est assez différente, puisqu'on ne fait pas confiance à la même chose. Il y a la monnaie fiduciaire, Marc l'a bien souligné, la racine latine c'est fides, donc c'est la foi, c'est la confiance. Et il faut se souvenir qu'il y a à peu près 1600, je parle sous le contrôle d'Agnès, il y a 1600 milliards d'euros en circulation dans la zone euro, c'est 4 fois plus qu'au moment de la création de l'euro. Il y en a 20% qui servent simplement aux transactions, 40% qui sont stockés dans la zone euro, 40% qui sont thésaurisés hors zone euro. Donc on voit bien à quoi peut servir la monnaie, et vous l'avez stipulé au début de votre intervention, c'est un moyen d'échange, une unité de compte, une réserve de valeur, donc on voit bien tout ça. Et là, on a confiance dans les institutions, dans la Banque Centrale Européenne. On a la monnaie scripturale, comme son nom l'indique, ce sont les écritures. Et là, c'est 90% aujourd'hui des échanges autour de la monnaie, ça passe par d'un compte à compte. Donc c'est la dématérialisation que vous évoquiez. Là, on fait confiance à la banque, à l'institution. Ça nous paraît une évidence quand on est en France. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays. Je n'ai pas forcément confiance dans les établissements bancaires de mon propre pays parce qu'ils peuvent faire faillite. Et vous l'avez souligné. Mais en face de je dépose de l'argent ou j'envoie mon salaire sur un compte bancaire, j'ai finalement juste une écriture. Et j'ai juste la caution d'une banque comme quoi j'ai déposé effectivement tel montant. Il faut vraiment que j'ai confiance dans cette institution pour continuer à le faire. Et d'où l'importance d'avoir des banques qui sont particulièrement solides. C'est le cas évidemment en France. Et puis le troisième type de monnaie, ce sont les monnaies digitales. Là, je parle de l'e-yuan ou de demain l'euro digital. On parlera très certainement des cryptoactifs. Oui. Je ne parlerai pas de crypto-monnaie pour bien faire la différence. Et là, c'est de la confiance à la fois dans les institutions et dans la technologie pour arriver à le faire. On voit bien que cette confiance, donc, elle peut s'exprimer sur différentes contreparties. Le principal actif d'une banque, là je reprends ma casquette de banquier privé, c'est la confiance que lui accordent ses déposants. Et c'est le principal actif, et c'est l'actif le plus fragile. Pour des problèmes de réputation, pour des problèmes de liquidité, pour des problèmes de risques divers et variés, notamment aujourd'hui de risques IT, les banques sont effectivement très très régulées en matière de solvabilité, de liquidité, de risque, de contrepartie. Et c'est particulièrement important. On sait qu'on a des banques en crise, ce qui est différent d'une crise bancaire. Mais je me permettrai aussi de dire que la confiance, elle est dans les deux sens, puisqu'il faut bien que la banque fasse confiance à l'entité ou à la personne à qui elle va prêter de l'argent. Donc cette confiance, elle se nourrit parce qu'elle est dans les deux sens. C'est la base, par exemple, du système mutualiste que l'on a dans les banques en France. Donc c'est un sujet très, très intéressant. Et évidemment, maintenant, il y a la dématérialisation que vous avez évoquée. J'ai sorti ma petite carte bancaire, pas carte bleue, carte bancaire. On pourra revenir dessus. C'est effectivement un élément de dématérialisation. De plus en plus, on voit que les Français utilisent ces moyens de paiement dématérialisés pour payer. Il faut se souvenir quand même qu'il y a en tête, il y a à peu près 40 milliards d'échanges de paiements dans les particuliers en France, en nombre de transactions, 40 milliards par an.
40%, c'est du liquide. Et c'était, c'est encore substantiel. C'est encore très substantiel. Et c'était encore plus de 50% il y a 2 ou 3 ans. Donc ça a décru avec le Covid. Avec le Covid, bien sûr. À peu près 40 à 50%, ce sont des cartes bancaires. Donc c'est des achats par carte. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans l'histoire de. Et le reste, c'est virement et chèque. Oui, exactement. Et il y a encore 1 milliard de chèques sur 40 milliards de transactions. Il y a 1 milliard de chèques, mais c'est tout petit. C'est résiduel. Mais ça donne une bonne idée. Et c'est vrai que ça oblige les Français à. C'est un concept finalement de payer avec un moyen dématérialisé. J'ai plus besoin d'avoir des enveloppes dans lesquelles je mets des billets, mais ça demande un accompagnement et c'est de plus en plus dématérialisé. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Paul. Stéphane Boujna, patron d'Euronext. La bourse est sérieux, bien sûr. C'est les résultats des entreprises, les bénéfices, les perspectives, etc. Et pourtant, la bourse, c'est aussi, on dit, le temple des regrets, mais aussi des lieux de passion incroyables où se développent les bulles financières, pas seulement sur la bourse, bien sûr, il y a des bulles sur tout un tas d'actifs. Mais justement, qu'est-ce que nous apprend l'histoire des bulles sur la stabilité financière, vous qui êtes aux premières loges des passions de la bourse? Alors, d'abord, je n'ai pas d'objet à montrer, donc peut-être capter votre attention quelques minutes avant que vous sombriez dans l'ennui. Voilà, ça c'est le cours d'Euronext depuis 10 ans. Donc, l'entreprise a été mise en bourse en 2014 à 20 €, elle en vaut aujourd'hui 105. Donc un message avant que vous quittiez cette salle, si vous avez des enfants, si vous les aimez, si vous voulez préparer leur avenir, achetez des actions Euronext. Je n'ai pas de musée. Normalement, vous devez fournir une notice de la com, etc. Je n'ai pas de musée, mais je peux contribuer à préparer un avenir radieux dans un monde hostile pour vos enfants. Il faut acheter des actions et aller au musée de la monnaie de Paris. Voilà. Non. Plus sérieusement, je vous parlerai dans quelques minutes, tout à l'heure, des questions de fonds propres. Mais je voudrais, parce qu'effectivement, Euronext, c'est une boîte qui gère les bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Oslo, Lisbonne, Milan, pour le moment, et qui fait plein d'autres choses que les métiers de la bourse Canal Historique. On pourra en reparler parce que la bourse, c'est vraiment un endroit où, historiquement, les gens qui ont trop d'argent vont chercher, et qui n'ont pas d'idées, vont chercher des gens qui ont des idées, et là où des gens qui ont des idées et des projets mais qui n'ont pas d'argent vont essayer de rencontrer ceux qui ont trop d'argent. Donc c'est vraiment l'endroit où on règle le problème des gens qui ont trop d'argent et le problème des gens qui n'ont pas assez d'argent. Et c'est vrai de tous les métiers de l'investissement en réalité. C'est vrai d'ailleurs de la finance. Ça consiste à connecter les gens qui ont des excès et des excédents et qui cherchent du rendement et ceux qui ont des projets et qui ont besoin de ressources. Mais avant de parler de ça, je voudrais quand même rebondir. C'était pas comme ça que je voyais les choses, mais comme il y a eu plusieurs questions sur qu'est-ce qui peut briser la confiance ou faire dérailler la confiance dans l'argent. Moi, je ne sais pas si l'argent c'est bien ou c'est mal. Je sais juste que c'est un moyen assez efficace depuis longtemps pour faire la différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est un instrument de mesure incroyablement synthétique et puissant et efficace. Or, aujourd'hui, le principal risque que nous avons tous, et là ce n'est pas de l'histoire ancienne, les crises, etc. Le risque principal sur la capacité que nous avons, nous tous, dans cette salle, à pouvoir, dans quelques années, acheter des choses ou être obligés de nous en priver, c'est ce qui est en train de se passer sur les conditions dans lesquelles se financent nos déficits publics. Et je voudrais m'arrêter là-dessus parce que la séquence d'irresponsabilité totale que nous avons vécue depuis plusieurs semaines est extrêmement grave parce qu'elle est observée par les gens qui nous prêtent. Donc, je voudrais rappeler quelques ordres de grandeur très très simples. Et les chiffres que je vais indiquer sont, pour ceux qui sont métiers de fact-checker, sont peut-être précisément faux, mais à peu près corrects dans les ordres de grandeur. Sur tout le monde connaît la notion de PIB ou de richesse, un peu parlant de richesse nationale, sur toute la richesse qu'on fabrique chaque année dans le pays, il y a presque la moitié qui est prélevée sous forme de prélèvement obligatoire en d'Iber, à peu près 43-45%, un peu moins de la moitié. Et puis il y a beaucoup plus de la moitié qui est dépensée en dépenses publiques, 58%.
Nous sommes en réalité devenus une sorte de paradis communiste, puisque nous sommes le pays développé qui consacre le plus de sa richesse à la dépense publique. C'est assez simple, cette salle est magnifique, elle est entretenue. Dans cette salle, je suis sûr que 2/3 des gens sont soit retraités, bon, ils recyclent les cotisations retraite de leurs contemporains, ce n'est pas simplement un processus d'assurance, c'est ceux qui payent des impôts autour d'eux qui payent leur retraite. Les autres qui ne sont pas retraités sont encore fonctionnaires, et ceux qui ne sont ni retraités ni fonctionnaires travaillent dans des opérateurs de l'État, et ceux qui ne travaillent ni dans les opérateurs de l'État et qui ne sont pas fonctionnaires travaillent dans le secteur privé, et donc contribuent en cotisation au train de vie des autres. C'est à peu près probablement entre un quart et un tiers si on faisait un sondage à la sortie de cette salle, maximum. Surtout un dimanche après-midi où il y a plein d'autres choses à faire. Donc la réalité c'est que chaque année, nous devons combler les déficits que nous accumulons depuis les années 70, et on est en train d'entrer dans des zones qui sont extrêmement périlleuses. L'année prochaine, nous allons emprunter 300 milliards d'euros auprès du reste du monde. 300 milliards d'euros, c'est 10% de la richesse que nous créons. C'est-à-dire pour faire le gap entre 43-45% de prélèvements obligatoires et 58% de dépenses publiques, nous avons besoin d'emprunter au reste du monde. Donc, de manière assez systématique, nous empruntons au reste du monde l'argent que nous redistribuons. Et pour vous donner 3 chiffres très très simples qui vont comprendre que le problème, il n'est pas théorique, universitaire, de colloque, mais il est concret dans 2, 3, 4 ou 5 ans, peut-être avant, si comme on dit en Californie, entre guillemets, off the record, et pas pour être tweeté, comme on dit en Californie, si la merde touche le ventilateur, on est dans une situation qui est extrêmement périlleuse. Pourquoi ? La dépense publique en France, c'est 1600 milliards, tout compris. Tout ce que c'est un peu plus de la moitié du PIB, donc je dis 58%. Sur ces 1600 milliards, à peu près la moitié, un peu plus que la moitié, 850 milliards, c'est de la dépense sociale. Nous transférons beaucoup d'argent des uns vers les autres pour assurer la cohésion de notre société. La moitié de cette dépense sociale, c'est le coût pour l'État des retraites, 450 milliards. Donc un quart de toute la dépense publique, à peu près, c'est le coût des retraites. Si les retraites se réduisent, qu'est-ce qui se passe ? Si l'âge de la retraite recule, comme certains le proposent, ça veut dire que moins de gens travaillent, donc moins de gens contribuent à la croissance, moins de gens contribuent des cotisations, et on paye plus de pensions. Il va falloir conclure. C'est pas bon, mais j'ai fini en une seconde. Là, on est parti assez loin. Donc on est parti assez loin. Je m'inquiète un peu sur notre timing. Bah, tant pis, je laisserai parler les autres après. Mais si on fait comme les pays qui ont été ruinés, c'est-à-dire qu'on allonge la durée du travail, on cotise plus longtemps, on paye moins de pensions et on contribue à la croissance. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que le risque que votre argent ne vale plus rien est lié directement au fait qu'on reporte à demain, après-demain et au surlendemain d'après-demain la réduction de nos déficits et de la dette. Donc on va continuer. Plus on continue avec 2 orchestres chez Radio France et plus on continue avec une durée du travail qui est réduite en Europe, plus la probabilité que dans votre vie humaine, avant que vous ne disparissiez, votre argent ne vale plus rien, se précise. L'indice, c'est le coût de la dette qui augmente. C'est-à-dire qu'on passe de 45-50 milliards de coût de la dette à bientôt 69-70 milliards. Et ça, c'est l'effacement d'une capacité d'utiliser votre argent pour financer de la dette. Donc, l'argent qui ne vaut plus rien, c'est le risque d'effondrement de notre capacité à lever de la dette. On parlera de la bourse après, si j'ai le droit de reparler. Merci Stéphane, merci. Marc, oui. Tu voulais intervenir justement sur cette question. Au fond, Stéphane nous dit, on est près de... Enfin, la crise, elle peut venir du fait qu'on ne tient pas, loin s'en faut, les équilibres des finances publiques. Alors, moi j'aime beaucoup Stéphane Boujnah. Et ce qui est bien avec Stéphane, c'est qu'il y a une constance absolue dans ce qu'il pense. Il y a 25 ans, lorsque nous étions tous les deux jeunes conseillers au cabinet du ministre des Finances de l'époque, on traversait les allées de Bercy. Et Stéphane, tu peux t'en souvenir, regardait cette magnifique architecture un peu soviétique et il disait c'est bien quand on arrive ici, on comprend pourquoi il y a 45% de prélèvements obligatoires en France. Donc je constate que 25 ans après, il réussit à placer exactement la même idée dans un débat qui n'a rien à voir avec les finances publiques. Donc bravo Stéphane et félicitations. Non.
Sur le fond, Marc, sur le fond. Non, mais je voudrais C'est revenir... parce que Stéphane pose quand même une question essentielle. Il pose une question fondamentale, mais si tu le permets, François, j'aimerais bien revenir sur la question de la confiance dans la monnaie. Parce qu'on a beaucoup parlé des différentes formes de monnaie aujourd'hui. En effet, ça a été dit tout à l'heure, avant que les comptes bancaires existent, la seule monnaie qui circulait, c'était la monnaie et l'argent liquide, les pièces et les billets. Et puis quand les comptes bancaires ont commencé à apparaître et à se généraliser dans les années 60-70, la part de ce qu'on appelle la monnaie scripturale, Jean-Paul le rappelait tout à l'heure, est devenue dominante. Et aujourd'hui, sous le contrôle d'Agnès, c'est à peu près 10 à 15% de la masse monétaire qui circule au sein de la zone euro. Et donc l'argent liquide, le cash, les billets, les pièces de monnaie, il ne faut jamais oublier les pièces de monnaie, c'est à peu près, c'est devenu minoritaire. Mais néanmoins, dans les paiements, ça a été rappelé aujourd'hui, ça peut paraître un peu surprenant parce qu'on a l'impression qu'on n'utilise plus du tout le cash quand on paye. En réalité, au niveau de la zone euro, la dernière enquête de la BCE dit que 59% des paiements, 59% des paiements au point de vente, on ne parle pas bien sûr de tout ce qui est e-commerce, est encore réalisé en espèces. C'est 50% en France. Il y a une nouvelle en volume, il y a le volume-valeur, il faut faire la différence. En volume, on était à 50% dans la dernière enquête. Il y a une nouvelle enquête qui va être publiée normalement dans quelques semaines. On va probablement voir que ça continue à baisser. C'est peut-être le chiffre qui a été indiqué par Jean-Paul. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, je reviens à la question de la confiance qui est le sujet du débat aujourd'hui, c'est que nous, on fait tous les ans un sondage à la Monnaie de Paris avec l'IFOP, pour interroger les Français sur leur rapport à l'argent, leur rapport à la monnaie. On pose tous les ans la même question, depuis 4 ans. Est-ce que vous avez confiance dans tel et tel moyen de paiement? La confiance dans l'argent liquide, le cash, les espèces, on est à 95%. 95%. C'est-à-dire que c'est quasi total. La carte bancaire est juste en dessous, mais le niveau de ceux qui disent on a très confiance est à 60% pour le cash, alors qu'elle doit être à 40 ou 50 pour la carte bancaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que malgré les changements qu'on peut apparaître ou qu'on pense voir apparaître, parce qu'en réalité d'ailleurs... Et les réglementations, Marc, parce que les plafonds d'opérations en liquide diminuent d'année en année pour des raisons de lutte contre le blanchiment, etc. Alors, donc il y a aussi une pression de ce côté-là. Il y a une pression, ça qui vient beaucoup de l'État, du ministère des Finances, parce qu'il y a 2 cerveaux au ministère des Finances. Il y a le cerveau plutôt monétaire finance et plutôt le cerveau fiscalité. Et le cerveau fiscal est très dominant dans des sujets comme ça. Et comme il paraît qu'on peut utiliser l'argent pour des paiements illégaux, il paraît, hein, je ne sais pas. Il semble que ça soit le cas. Quelque chose qui peut se dire. Du coup, en France, on a un appareil réglementaire qui est très strict. Et en effet, en boutique, en point de vente, on ne peut pas payer pour plus de 1 000 €. Et par rapport à d'autres pays en Europe, par exemple, les Allemands, les Autrichiens sont beaucoup plus ce qu'on appelle des cash lovers que nous. Et dans les pays d'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, on est aussi à des niveaux qui sont assez élevés. Et donc, le point, c'est qu'en dépit du fait que la monnaie se transforme, on parlait de monnaie numérique, je pense que la monnaie numérique, c'est plutôt pour demain. Pour l'instant, en réalité, on a de la monnaie électronique, celle qui peut être stockée dans des applications ou qui était il y a quelques années, pour ceux qui ont connu ça, stockée dans la carte Monéo, la carte électronique. Ça, c'est de la monnaie électronique, c'est-à-dire c'est ni de l'argent liquide, ni de l'argent qui est dans un compte en banque, mais la monnaie numérique en tant que... Alors, ça vient, je vois Agnès qui... Ça vient de monnaie qui est dans la compte en banque. Voilà. De te répondre. Mais elle va me répondre, j'en suis sûr, à l'instant. Mais la monnaie numérique en tant que telle, et en effet... Je pense qu'elle est plutôt devant nous. C'est la monnaie numérique de banque centrale, si elle arrive un jour. C'est certainement pas les crypto-actifs. Je suis d'accord avec Jean-Paul, les crypto-actifs, on pourra y revenir, surtout avec le succès du Bitcoin depuis l'élection de Donald Trump. Ce ne sont pas des monnaies. Ce sont des actifs numériques, mais ce ne sont pas des monnaies au sens réel du terme. Agnès. Non, juste pour dire un mot sur le billet, parce que contrairement aux apparences, en fait, le billet est un produit high-tech. Le billet, vous n'imaginez pas la quantité de technologie qu'il y a dans un billet. Et de fait, la fraude sur les billets est assez réduite en zone euro, en fait inférieure, par exemple, à la fraude sur les transferts bancaires, etc. Donc voilà, le billet a une grande qualité de résilience et je pense que le billet va rester en réalité. Ce qui n'empêche pas, en parallèle, de développer le projet d'euro numérique. Je peux vous parler de le billet, mais là j'obéis au président de la séance. C'est charitable. Stéphane, les cryptos, c'est devenu justement des supports d'investissement extraordinaires. Enfin, en fond, avec une volatilité très importante. On les a vus non pas s'effondrer, mais enfin chuter fortement pour reprendre une dynamique extraordinaire avec
la victoire de Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi s'agit-il? Moi, je vais répondre de manière très concrète et opérationnelle et pas de manière théorique. Nous sommes une plateforme de marché assez significative, comme on a à peu près aujourd'hui, c'est le quart d'heure de pub, sur la plateforme Euronext, 25% des actions qui sont échangées en Europe, qui sont échangées sur notre marché intégré. Incidemment, c'est 2 fois plus que la place de Londres. Hein. Tout le monde n'a pas encore compris que le marché action d'Euronext était 2 fois plus gros que Londres. Chaque jour, on trade 12 milliards de volume et on a à peu près 7 000 milliards de capitalisation boursière agrégée sur nos marchés, ce qui est, sur ces 2 métriques, 2 fois plus que les marchés actions à Londres. Donc, on a été sollicité pour dire est-ce que vous allez offrir mettre à disposition vos plateformes pour faire des échanges de crypto. Et donc, on a posé le pour et le contre de manière assez intense, avec des gens qui disaient, si vous ne le faites pas, vous êtes des amis chez les gardiens de musée et vous passez à côté de l'invention de la machine à vapeur. Et puis d'autres qui disaient, tout ça, c'est absurde, c'est complètement artificiel, ça n'a de sens que parce que c'est spéculatif et parce que ça permet de faire des choses qui sont illégales dans d'autres circonstances. Ça permet de bouger, si vous voulez bouger beaucoup de valeurs pour faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire, vous le faites par des crypto-assets. D'ailleurs, la plupart d'entre nous qui avons été sollicités dans du ransomware, quand les gens vous disent donne-moi de l'argent, sinon je mets sur Internet l'intégralité des sites que tu as visités et des applications que tu as ouvertes. Et ils ne vous demandent pas des billets de banque ou un virement SWIFT. Ils vous demandent du Bitcoin. Quand ils vous disent si tu ne me donnes pas tant, je vais bloquer ton entreprise, ils demandent du Bitcoin. C'est la monnaie de la criminalité mondiale. Donc nous avons décidé, nous, de ne pas mettre le doigt là-dedans. Donc on passe à côté d'un certain business, mais on est sûr que la plateforme ne sera jamais en train de faire le fronting, l'interaction première de choses qui vont mal finir. Alors peut-être qu'on se trompe, mais la réalité du Bitcoin, c'est que c'est un actif qui n'a aucun lien avec le financement de l'économie. Et il y a plusieurs moments dans les dernières années qui ont testé cela. Il y a 2 ans, le Bitcoin a perdu en quelques semaines 30% de sa valeur. Il ne s'est strictement rien passé dans le reste de l'économie. Quand les marchés actions perdent 30% de leur valeur, ça a pu arriver. C'est, par exemple, février 2020, le Covid, on ferme l'économie. Là, les marchés actions s'effondrent. Il y a un lien avec ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, quand vous avez un actif qui n'a strictement aucun rapport avec le reste de l'économie réelle, et quand vous avez un actif dont la principale caractéristique, c'est d'échapper à toute forme de transparence, puisqu'il est clandestin dans sa circulation, eh bien, c'est un bon business, mais pour les autres. Merci. On voulait faire un sondage avec Marc, d'ailleurs, on voulait savoir, parmi vous, qui a des crypto-monnaies? Est-ce que les gens levez la main. C'est très substantiel quand même. Hein. Je dirais 30%. Je dirais 30%. Entre 30 et 50%. Voilà. Vous n'êtes pas représentatif de la population française. Peut-être pour réagir. On va prendre les questions dans un instant. Jean-Paul, tout d'abord. Oui, pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire, moi je rejoins ce qu'a dit Stéphane, ce ne sont pas des monnaies. Ce ne sont pas des monnaies, ce sont des actifs qui sont basés effectivement sur quelque chose qui n'est pas lié à l'économie réelle, comme tu l'as dit. Donc en plus, ça peut bouger dans tous les sens et très très rapidement. Je me souviens qu'il y a 10 ans, en 2015, la valeur du Bitcoin, c'était 40 €. 100 000 aujourd'hui. Plus 35% depuis 3 semaines. Donc c'est totalement spéculatif. Ce n'est pas une monnaie par rapport à la définition qu'on en a donnée tout à l'heure. Ça ne sert pas d'échange. Il n'est pas possible en fait de payer, si vous achetez un produit que vous voulez payer en Bitcoin, si votre vendeur l'accepte, très bien. Mais imaginez une entreprise qui le fasse, il faudrait que derrière, elle puisse payer ses salariés en Bitcoin. Sûrement, Jean-Paul, mais il y a des gens qui vous disent, au fond, l'envolée des crypto-monnaies, pas seulement le Bitcoin, c'est un symptôme d'une confiance dégradée dans les monnaies publiques. Et en ce sens-là, il y a une espèce de transvasement, parce que tout le monde, pour les raisons exactement évoquées par Stéphane, c'est-à-dire la croissance des déficits, la détérioration des fondamentaux économiques, un jour ou l'autre, il faudra que les monnaies encaissent cette moins-value.
Et ce jour-là, eh bien, les crypto-monnaies, qui, elles, sont déterminées par les règles qu'on connaît, on ne peut pas en créer au gré, disons, selon son bon vouloir, eh bien, elles conserveront mieux la valeur. Mais non, Jean-Paul, tout d'abord... Oui, non, c'est exact que certains pays en qui les peuples n'avaient plus confiance se sont amusés à se servir de Bitcoin pour la monnaie, pour essayer d'avoir le Bitcoin comme monnaie. Ça n'a pas été un grand succès, je pense à des pays d'Amérique latine typiquement. Il y a un pays dans le monde qui est le Salvador, Ouais, qui a donné au Bitcoin le cours légal, parce que c'était une économie déjà qui n'avait plus de monnaie, qui était entièrement dollarisée, et le Salvador voulait avoir une alternative. Cette expérience a été menée, et en fait, pour que ça marche, le gouvernement salvadorien a offert 30 $ dans chacun des portefeuilles que les citoyens salvadoriens voulaient prendre. Ce qui s'est passé, c'est très simple. Les Salvadoriens ont pris les 30 $ en Bitcoin, ils les ont pris en Bitcoin, ils les ont convertis en dollars, et après ça s'est arrêté. Oui. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour ça. Mais en revanche, là où je suis... Jean-Paul, terminez c'est juste son raisonnement. pour finir sur mon raisonnement. C'est pour ça que je dis que c'est un actif en tant que tel, mais comme une bouteille d'eau est un actif, je peux payer mon vendeur avec des bouteilles d'eau s'il l'accepte. C'est pas pour ça que lui pourra s'en servir pour payer, c'est pas pour ça que ça sera une réserve de valeur pour demain, c'est pas pour ça que ça va mesurer la valeur des choses. Un mot Agnès, un mot Stéphane, et après on prend la question des étudiants. Juste pour faire la distinction entre les actifs, en effet, cryptoactifs, genre Bitcoin, je suis complètement d'accord, c'est purement spéculatif, ça ne finance au mieux rien, au pire les activités illégales. Et tout ça dans l'opacité la plus totale et sans aucune sécurité, il n'y a aucune régulation, rien. Donc si vous perdez, vous perdez. Et bon. Il y a une distinction avec ce qu'on appelle les stablecoins, les jetons stables. Enfin, et là, c'est une sorte de jumeau d'une monnaie officielle, une monnaie publique. Donc c'est dans l'entreprise qui émettent, par exemple, le Circle, et qui sont censés avoir en contrepartie des obligations publiques, des bons du Trésor américain. Et là, je dois dire que j'achète pas non plus, j'achète pas le Bitcoin, j'achète pas non plus ça. Pourquoi ? Parce que si c'est comme avoir du dollar, mais sans les garanties, garantie des dépôts, avoir ça dans une banque qui est régulée, avoir l'accès à la liquidité, donc je suis sûre qu'il n'y aura pas une perte de liquidité, et je vois pas l'intérêt, en fait. Et parce qu'il faut avoir conscience que ces gens-là vous prennent vos données au passage. C'est pour ça qu'ils font ce business qui, sinon, n'aurait aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de faire juste passe-plat entre la monnaie publique et une monnaie privée. S'ils le font, c'est qu'il y a un intérêt. Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que c'est la différence avec une monnaie publique. Je rappelle que la Banque centrale, son objectif, ce n'est pas de faire de l'argent. Même si elle en fait de temps en temps, mais ce n'est pas son objectif, bien sûr. Merci Agnès. Stéphane, un mot et on prend la question. Oui, non, mais de toute façon, le plus probable, c'est qu'une partie des détenteurs de Bitcoin connaîtront le même sort que nos arrière-grands-parents qui avaient des emprunts russes. Mais tout simplement parce qu'il y a une partie de pensée magique dans les crypto-assets, c'est qu'on fait l'hypothèse que la technologie de la blockchain ne se plante jamais. Jamais. Rien ne disparaîtra, jamais. Parce que tout va être fluide, documenté, etc. Et ça c'est une hypothèse assez agressive. Probablement beaucoup plus agressive que le gouvernement aura toujours la capacité à garantir le cours légal, et surtout quand ils se mettent à 19 États de l'Union européenne pour garantir. Donc je pense que la seule chose qui est intéressante, vraiment, qui est très positive dans cette vague des crypto-assets, c'est l'accoutumance dans des pays où les gens avaient perdu l'habitude d'acheter des actifs sur les marchés, d'y retourner. Et je voudrais juste dire un mot là-dessus, parce que pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le coût des retraites, la raison pour laquelle en Europe, singulièrement en France, il n'y a que 3% des ménages qui participent. Enfin, les ménages ne représentent que 3% des marchés actions, alors qu'aux États-Unis, les ménages représentent 30%, 10 fois plus des marchés actions. C'est qu'aux États-Unis, si vous voulez un peu de revenus quand vous serez trop vieux, trop fatigué, trop fainéant pour travailler, il faut acheter des actions pendant que vous êtes jeune et accepter qu'elles soient peu liquides pour vous produire un rendement diversifié quand vous serez vieux. En France, en particulier, et dans beaucoup de pays d'Europe, si vous voulez avoir du revenu quand vous serez trop vieux, quand vous serez trop fatigué, trop fainéant pour travailler,
il suffit d'espérer qu'à ce moment-là, les gens continueront à payer autour de vous des cotisations et des taxes. Et donc, ça ne vous incite pas nécessairement à épargner dans la durée. Je pense que l'avantage, la force du Bitcoin, c'est que ça remet sur les marchés des gens qui vont commencer à faire des raisonnements d'épargne et d'anticipation comme le marché étant une solution à la préparation de revenus futurs, alors qu'il y avait l'illusion que la collectivité payera les revenus tout le temps, y compris quand on sera vieux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais entre-temps, il y en avait quelques-uns qui vont se prendre des tôles le moment venu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont rester extrêmement discrets, parce que les gens ruinés dans le Bitcoin, c'est arrivé quand ça a baissé de 30%. Ils n'ont pas fait les malins, on ne les a pas beaucoup entendus parler. Donc les gens ont très honte quand ils perdent de l'argent sur le Bitcoin. Mais ça, c'est inéluctable. Hein. Merci Stéphane. Une question de nos étudiants. Merci de vous présenter. Du coup, merci de répondre à nos questions. Je suis Titon Colin-Paceda, je viens de l'ENAC. Donc, ma question, elle est pour vous, Madame Agnès Benassi-Kéré. Donc, comme vous l'avez un peu évoqué, Monsieur Mazoyer, concernant les prêts bancaires, c'est une confiance qui est à double sens, notamment la confiance qu'a la banque en la personne à qui elle prête, que cette personne va pouvoir rembourser. Et une des missions qui est assez peu connue de votre institution, Madame, c'est la gestion du surendettement des particuliers. Et souvent, à la fin de la gestion de ces cas, le créancier finit assez lésé. Donc comment est-ce que vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas une méfiance qui se généralise à tous les prêts ? Merci pour votre question et merci de mettre le projecteur sur une activité pas toujours très connue de la Banque de France, qui est la gestion des dossiers de surendettement. Donc il y a une procédure de surendettement, donc moi aussi je fais la publicité, 3614. Vous appelez si vous avez un problème de surendettement. Et donc la Banque de France, en fait, fait le secrétariat. Hein, ce n'est pas la Banque de France qui décide, mais fait le secrétariat, prépare les dossiers, que toutes les pièces soient là. Et après, il y a des commissions de surendettement qui se réunissent sous l'égide du préfet localement. Ça ne consiste pas à effacer les dettes. Hein. Donc il y a une évaluation qui est faite de la capacité à rembourser. Et il peut y avoir, disons, 3 cas, et avec une certaine pression qui peut être mise lorsqu'il y a un soupçon que le débiteur s'est mis dans cette situation volontairement. Et donc, c'est des choses qu'on peut voir éventuellement. Mais la plupart des cas, hein, ce sont soit des foyers qui ont des difficultés structurelles, soit des foyers qui sont ric-rac et qui ont un événement type maladie, séparation, décès, et qui les plonge dans de grandes difficultés. Ce ne sont pas des dettes bancaires essentiellement, c'est surtout des impayés en réalité, hein, des impayés de loyer, de factures d'électricité, etc. L'effacement, c'est à peu près, je crois, 35% des cas. Donc c'est vraiment une minorité. Mais je suis totalement d'accord avec vous qu'il est extrêmement important pour maintenir un système de crédit avec une confiance des deux côtés. Eh bien, il est important de rembourser ses dettes. Et donc, sachez-le, il est très important de rembourser ses dettes parce que sinon, le système s'effondre, tout simplement. Donc les banques ne feront plus crédit ni aux ménages ni aux entreprises. Et donc, alors, je pense que ça joue un rôle très important. Donc, dans beaucoup de cas, c'est rééchelonnement des dettes pour permettre aux ménages de taler son dû. Et avec des rebonds spectaculaires hein, au niveau individuel. Les gens qui sont passés par les commissions de surendettement, c'est vraiment un nouveau départ. Et on a vraiment des cas... Très bien. Et pendant la crise de 2008, d'autres pays européens n'avaient pas ça. Et ça a été vraiment un gros avantage en France d'avoir ce dispositif. Cette question me fait penser à une histoire drôle que je vais vous raconter. C'est un commerçant qui est avec sa femme dans son lit, il se retourne, et sa femme lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet ?» Et il lui dit « Mais écoute, voilà, je n'ai pas osé te le dire, mais j'ai emprunté 1 million d'euros à Albert qui habite en face, et je ne peux pas le rembourser, les affaires vont mal, donc je suis dans un état d'angoisse. » Alors sa femme lui dit « Mais pourquoi? Tu aurais dû me prévenir. » « Ben oui, mais non, je ne voulais pas t'inquiéter. » Sa femme lui dit « Attends, ne bouge pas. » Elle traverse la chambre, elle ouvre la fenêtre et elle crie « Albert, ton 1 million d'euros, on ne te le remboursera jamais. » Elle retourne se coucher, elle dit à son mari « Tu vois, maintenant c'est lui qui ne dort pas. » Alors, cette histoire est très bonne. Je vais quand même profiter du fait qu'on parle de ça pour vous alerter
d'un sujet qui monte, qui n'est pas encore énorme, mais qui monte, qui est la question du crédit fractionné. Donc vous allez acheter, je ne sais pas quoi, un frigo, un meuble, une voiture, et on vous dit pas de problème, partez avec la voiture et payez plus tard, crédit gratuit, etc. Et sachez que depuis 2010, la loi Lagarde, le créancier est obligé de consulter un fichier central des incidents sur le remboursement des crédits et d'évaluer votre capacité à rembourser. Et donc là, c'est vraiment une obligation parce qu'il y a un risque de remonter. On avait quand même réussi à réduire beaucoup les cas de surendettement. Et par ce biais-là, ça peut recommencer. Enfin, on voit, ça frémit. Et c'est un peu un piège parce que, évidemment, ce crédit se rajoute à d'autres crédits éventuels ou des retards de paiement. Et peut, bien sûr, écraser sur les remboursements. Une autre question de nos étudiants. Donc, Alexandre Langlard, je suis étudiant à l'INSA Lyon, en école d'ingénieur. Nous avons parlé de la valeur moyenne, on va dire, de l'argent et des monnaies que garantit bien sûr la Banque centrale. Je voudrais maintenant plutôt aborder la question de la valeur qu'on accorde aux objets, puisqu'au final, l'argent sert d'échelle sur laquelle on classe la valeur des choses qu'on achète, qu'on consomme. Et donc, question plus particulièrement à M. Mazoyer, c'est comment, sur cette échelle, classer de manière fiable les objets, alors que la valeur est constamment sujette à l'équilibre offre-demande à un instant T. Oui, c'est question d'ingénieur. Hein. Vous avez 4 heures. La formulation que vous utilisez laisse supposer presque que l'argent déterminerait la valeur de l'objet, alors que, comme vous l'avez dit, c'est plutôt l'offre et la demande. On l'a dit, l'argent, c'est une unité de compte qui mesure la valeur économique et financière d'une chose, d'un service, d'une organisation, j'allais oser dire d'un homme ou d'une femme dans certains cas. C'est la valeur, finalement, que les hommes accordent à ce service, à cette organisation ou à cette chose. Et la valeur qu'ils leur accordent dépend de l'utilité de la chose, de la nécessité de temps en temps, de la rareté, de l'émotion que j'ai en possédant la chose. Et ça peut être aussi surtout l'idée que je me fais de la valeur que cette chose prendra demain ou du rendement que je peux en avoir si jamais je la possède. Encore une fois, une chose, un service ou une organisation. Là, j'ai simplement décrit l'explication de l'offre et de la demande. Et du coup, on n'a pas de valeur intrinsèque de la chose qui est donnée par l'argent. Il y a cette notion presque de moralité, en quelque sorte, que vous avez un petit peu abordée dans votre question, sur est-ce qu'il y aurait une valeur morale aux choses qui serait mesurée par l'argent. Et c'est évidemment pas le cas. Il n'y a pas de... Là, j'allais vous dire, l'argent, c'est pas moral, c'est pas immoral, c'est juste amoral, comme disait Comte Sponville pour le capitalisme. C'est l'usage que l'on en fait qui peut avoir cette moralité. Et évidemment, si l'argent mesure la valeur économique et financière d'un bien ou d'un service, on a des moyens d'éviter les excès dans cette valorisation, dans cette valeur, à travers évidemment toutes les règles de transparence, de traçabilité, on l'a évoqué tout à l'heure, de concurrence, de régulation, de fiscalité ou d'activité illicite. Merci. Peut-être une autre question, monsieur. Bonjour. En fait, moi j'ai deux petites questions. Une pour monsieur Oujna. Ça vous ennuie de vous présenter? Ah oui, pardon. Je m'appelle Kalilou et je suis étudiant, mais je travaille au Luxembourg. Je suis au CSL, en école d'ingénieur. Ma question, c'est, vous avez comparé la France et les États-Unis en parlant des actifs qui représentent 3 chez nous et 30% chez eux. Pensez-vous pas qu'il y a un problème peut-être d'éducation financière et que c'est pas forcément que les Français pensent qu'ils seront toujours là et toujours subventionnés? Et ma deuxième question, c'est pour Madame Benassi-Kéré. Vous avez parlé des politiques de paiement plusieurs fois. Pourquoi n'y a-t-il pas de... Enfin, vous avez dit que les paiements fractionnés, pourquoi n'y a-t-il pas de réglementation sur ces sujets? Parce qu'on a l'impression qu'on peut toujours tout acheter en tout temps et en 10, 20 fois sans qu'il n'y ait jamais de problème. Merci. Deux questions intéressantes. Non mais, il n'y a pas de question de culture financière. La culture financière, c'est un output, c'est une conséquence des incitations. La France, entre 1860
1980 et 1914 avaient à la fois un taux d'épargne le plus élevé de la planète et un des taux d'investissement les plus élevés de la planète. Et à cette époque-là, dès que les gens avaient un tout petit peu d'économie, ils allaient à la poste acheter un bon du gouvernement, une obligation publique, et ils allaient à la banque acheter une action de la compagnie marseillaise de savon, d'une compagnie de chemin de fer, d'un canal de Panama ou d'un emprunt russe, etc. Et pendant ces 40 années, on a eu un niveau d'investissement qui ne s'est jamais reproduit depuis, où en captant toute l'épargne des ménages sur les marchés financiers, on finançait toutes les sociétés civiles immobilières qui ont fait tous ces immeubles haussmanniens qui ont commencé dans les années 1860, les canaux Fraissinet, les lignes de fortification rivière, le service militaire qui durait 3 ans, l'expansion coloniale, les lignes de chemin de fer dont on a construit les 2/3 en quasiment 30 ans, les industries textiles, les industries minières, les industries sidérurgiques. Et on peut continuer comme ça encore pendant le métro parisien, les expositions universelles, etc. Tout ça s'est fait avec des capacités d'investissement stupéfiantes parce qu'il n'y avait pas d'État-providence. Et donc, quand vous vouliez vous protéger des risques de la vie, et surtout les risques de l'épargne retraite, qui est la seule épargne longue disponible depuis 1000 ans. Le seul endroit, la seule classe d'actifs sur laquelle vous pouvez épargner en vous disant « j'en ai pas besoin tout de suite » et dans un portefeuille suffisamment diversifié, ce sont les actions. Donc la seule raison pour laquelle il y avait tout ça, c'est qu'il n'y avait pas d'État-providence. Donc les gens, ils avaient 2 choses pour amortir le mauvais coup de ne plus avoir de revenus par leur travail, du tout. C'était le viager, pour ceux qui étaient propriétaires de leur appartement. Et l'explosion du viager, c'est la croissance de la fin du 19e siècle, du début du 20e, avant l'État-providence. Je ne peux pas travailler, mais j'ai besoin de revenus. Et la seule chose que j'ai, c'est mon logement. Donc je le vends à quelqu'un qui le récupérera quand je mourrai. Et la deuxième chose, c'est si je peux, j'ai acheté des actions quand je suis jeune. Donc aujourd'hui, cela a disparu, mais tout simplement pas parce que les gens sont neuneux, mais parce que les gens n'en ont pas besoin. Et que ce n'est pas indispensable de préparer son avenir. C'est pas bien. Vous rentrez vous montez dans un taxi à New York, vous lui donnez l'adresse de votre rendez-vous, dès qu'il comprend qu'il est dans la finance, il vous pose des questions sur où en est où en sont les indices. Exact. Vous passez la frontière à New York, le gars, il vous demande où vous allez, pourquoi vous êtes là, vous lui dites pourquoi vous êtes là, il vous dit vous en êtes où, vous pensez quoi, et les gens vous disent que c'est leur retraite. Donc le rapport au marché, il est lié à l'importance que ça a dans le profit. Personne ne trouve ça ni poétique, ni stimulant, ni drôle. Il trouve que c'est juste nécessaire pour préparer son avenir. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le Bitcoin, c'est important. Un point très très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que cet écart d'épargne orientée vers les actions entre l'Europe et les États-Unis a des conséquences stratégiques majeures. La raison pour laquelle BlackRock est le plus gros acteur de la gestion d'actifs dans le monde et que nous, on a des Playmobil de la gestion d'actifs, même si Amundi est un peu moins petit, c'est qu'ils ont une très grosse captation de la retraite des Américains et donc ils ont créé une très grosse boîte qui est le spécialiste mondial de la gestion d'actifs. La raison pour laquelle JP Morgan vaut 700 milliards de dollars en bourse, c'est-à-dire plus de 10 fois plus que la BNP, c'est parce qu'ils sont assis sur un marché où il y a des marchés de capitaux, et notamment actions, extrêmement puissants. Donc quand on décide d'avoir un système qui est entièrement redistribué par la collectivité, on décide en même temps d'avoir des opérateurs financiers Playmobil. Donc, eux, ils ont un très gros BlackRock et un petit gouvernement. Nous, on a un très gros gouvernement et on a des Playmobil de la banque, des Playmobil de l'asset management, des Playmobil des infrastructures financières. Donc, c'est pas indifférent du tout. Et donc, la question de la culture financière que vous évoquez est une conséquence de ce choix de vivre dans un paradis communiste. Très bien. Deuxième question sur la réglementation et après on prend vos questions. Non mais je réponds à la partie aussi sur mais la Agnès, culture tu fais financière. comme tu veux. Voilà. Donc la culture financière, vous avez parfaitement raison de soulever ce point. Alors on pense toujours qu'on est nul en France. Les enquêtes OCDE disent qu'on n'est pas terrible, mais dans la moyenne en termes de culture financière. Il se trouve que la Banque de France est l'opérateur de l'État pour ce qu'on appelle l'éducation financière, financial literacy. Bon,
et donc est très actif dans le domaine. Donc maintenant, ce qu'on appelle le passeport EducFi est déployé dans la moitié des classes de 4e. Donc la moitié d'une génération 4e est formée aux bases sur la culture financière, et notamment le sujet des arnaques, de l'endettement. Il y a un énorme enthousiasme des enseignants. Et là, je voudrais vraiment saluer l'éducation nationale qui a joué le jeu et qui a déployé de manière avec une puissance remarquable. Un passeport modifié, en fait, enrichi, est en train d'être déployé cette année dans les lycées professionnels. Puisqu'avec la réforme, c'est l'État qui fait la culture financière des Français. Les jeunes reçoivent un petit pécule, et donc avant qu'ils mettent tout en bitcoin, on va leur donner quelques notions. Et il y a aussi beaucoup d'actions auprès des travailleurs sociaux pour les sensibiliser au sujet de surendettement et aux associations familiales. Et puis enfin, la cité de la monnaie, de l'économie et de la monnaie, Citéco, que vous pouvez aller visiter dans le 17e. C'était encore une page de pub. Agnès, un mot sur la question de monsieur, la deuxième question sur la réglementation. La réglementation, j'ai dit tout à l'heure, c'est la loi Lagarde 2010, et il faut la faire appliquer. Et donc après, c'est... Donc on a ce qu'il faut en matière de réglementation pour encadrer les pratiques que vous avez décrites. Marc, un petit mot et on prend vos questions derrière. Je voudrais réagir à ce que disait Stéphane à l'instant sur la question de la culture financière. Je ne sais pas si c'est une question de culture financière ou plus généralement de culture politique, sociale, économique. En réalité, on a évidemment des cultures qui sont très différentes. En France, c'est une banalité de le dire, l'argent n'est pas très bien vu historiquement, pas par toute la classe politique, mais par une bonne partie de la classe politique. Souvenez-vous de la belle phrase de François Mitterrand, j'ai repris mes classiques. Le véritable ennemi, j'allais dire le seul, c'est l'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, l'argent qui ruine et l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. C'était quand même assez fort. Alors, il faut faire attention parce que ça, c'est pas un épiphénomène. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a une très forte ambivalence parce que c'est pas parce que certains hommes politiques disent ça. François Hollande, pendant la campagne électorale de 2012, mon ennemi, c'est la finance. Ça ne veut pas dire que dans la population, globalement, les gens pensent ça et ont cette relation à l'argent. Mais là où je suis, donc je suis Stéphane là-dessus, là où je suis un peu plus en désaccord, c'est au fond le lien que tu fais avec la place de l'État. Parce que entre les États-Unis et la France, c'est très clair. Mais si tu vas en Chine, par exemple, où la place de l'État est extrêmement importante, et historiquement, et encore plus, tu parlais de paradis communiste, je ne suis pas sûr que la Chine soit un paradis, mais en Chine, la place de l'argent est très importante. On est fier de montrer qu'on est riche et on est fier de montrer son argent. La place de l'argent est importante depuis que l'État s'est dégagé du financement d'un certain nombre de composantes de l'État-providence, et en particulier des retraites. Tu es chinois aujourd'hui, si tu ne mets pas des noisettes de côté, tu sais que tu passeras une retraite difficile. Hein, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Dans la relation avec l'argent, dans la manière dont on aborde cette question, dont on veut le montrer, on a vécu dans un pays très majoritairement chinois, Singapour, il y a quelques années. Je peux vous dire que quand j'ai un souvenir assez précis, quand on recevait des amis chinois à la maison, on faisait le tour, ils nous disaient « You have a very nice TV set, how much did you pay for it ?» C'est quelque chose qu'on n'imagine pas, une question qu'on n'imagine pas de poser en France. On est beaucoup plus pudique par rapport à ça. Donc en fait, je pense qu'il y a des déterminants sociaux, historiques, culturels qui déterminent le rapport à l'argent, qui ne sont pas que la place de l'État. Merci Marc. Les questions de la salle. Je crois qu'il y a des micros qui circulent. Je vois une question ici. Ici au premier rang, monsieur. Merci. Moi, j'avais une question pour le représentant du schéma carte bancaire. Les banques françaises, quels sont les moyens qu'ils mettent pour avoir moins de dépendance par rapport aux autres schémas américains comme Visa et Mastercard? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce schéma français à l'heure actuelle, en sachant qu'en cas de scénario catastrophe, bien évidemment, on l'a vu au début de la guerre contre l'Ukraine et la Russie, les schémas Visa et Mastercard ont été déconnectés de la Russie en quelques heures. Donc, d'où cette question aussi liée à la confiance. Question qui touche à la géopolitique financière. Oui.
Merci beaucoup pour votre question qui démontre déjà que vous connaissez l'usage des cartes bancaires. Et peu de gens, je pense, comprennent ce qu'est CB aujourd'hui. Quand vous avez sur votre carte, comme je l'ai montré tout à l'heure, le petit logo de votre banque, le petit logo de Visa ou de Mastercard et le petit logo de CB, vous ne comprenez pas forcément que CB est un concurrent de Visa ou de Mastercard, puisque c'est sur le même petit bout de plastique. Quand vous réglez un achat avec une carte bancaire en France et que vous avez ces deux logos que je viens d'évoquer, dans 99% des cas, le commerçant a choisi que la transaction se fasse par le schéma de paiement carte bancaire. Le schéma de paiement carte bancaire, ça a été inventé il y a 40 ans. On a fêté les 40 ans la semaine dernière. C'est possédé par l'intégralité des banques françaises. Et c'est aujourd'hui 85% à peu près des transactions en France, le reste étant effectivement Visa et Mastercard. Donc c'est totalement concurrent de Visa et de Mastercard en France et c'est complémentaire à l'étranger. Mais sur le territoire français, c'est ce qu'on appelle un schéma de paiement domestique. Il y en a 90 à travers le monde. CB est l'un des plus puissants au monde. C'est 20% des transactions en Europe, CB, des transactions cartes en Europe. Donc c'est quelque chose de très important. Les Russes ont effectivement le même système que nous. Ils sont venus en France pour s'en inspirer avant de le créer. C'est le système MIR. Quand au bout de 2 heures, effectivement, Visa et Mastercard ont coupé les transactions en Russie, ils ont continué avec leur schéma de paiement MIR. Et aujourd'hui, tous les Russes peuvent continuer à payer les transactions en Russie auprès d'un commerçant en Russie. Par contre, dès qu'ils sortent à l'étranger, ils ne peuvent plus payer avec le deuxième schéma de paiement qui est sur la carte, qui est en général Visa ou Mastercard. Donc c'est très important de bien comprendre la différence entre les deux. Donc CB, c'est quelque chose, c'est une histoire incroyable en France qui est basée sur l'invention de la carte à puce par Roland Moreno, là il y a 50 ans, et qui a permis en fait d'avoir tout un écosystème avec des entreprises extraordinairement puissantes en France autour de la carte. C'est aujourd'hui, je le disais, c'est 40 à 45% de toutes les transactions de paiement, de tous les moyens de paiement en France, c'est la carte bancaire. Alors Marc disait, c'est un indice de confiance très fort de la part des Français dans les cartes bancaires. La réalité, c'est que c'est juste un vecteur de paiement. La confiance, elle est dans le système bancaire qui est derrière, puisque c'est derrière l'assurance que l'argent, c'est surtout pour le commerçant, que l'argent qu'il va recevoir est bien garanti par la banque de l'émetteur de la carte. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement important et dans laquelle on a vu dans les dernières années une certaine érosion de la part de marché des transactions CB par rapport à Visa et Mastercard. Et les banques françaises ont décidé de réagir pour dire, voilà, par plusieurs mesures dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais pour dire qu'il faut absolument défendre cet outil de la souveraineté française. On parle beaucoup de souveraineté dans des domaines comme les médicaments, la technologie. Il y a aussi de la souveraineté dans le domaine des paiements. Merci pour cette question qui est très importante. Merci. Agnès, vous voulez ajouter quelques mots Oui, alors je suis totalement d'accord avec Jean-Paul Mazoyer. C'est un sujet extrêmement important, celui de la souveraineté en matière de paiement. Et c'est aussi un sujet de coût, d'économie. À cause de leur position forte, disons, sur le marché, pour dire le moins, ils imposent des paiements aux commerçants de plus en plus importantes et très opaques, sur un système très opaque. Et donc les banques françaises et européennes ont réagi. Donc il y a évidemment CB. Donc quand vous avez le choix entre Visa, CB, c'est pas du tout équivalent. Et par ailleurs, ce système Wero qui est en train d'être déployé, qui va permettre des paiements en se passant, alors je ne sais pas forcément ce que vous souhaitez vous, en se passant des cartes bancaires. Et enfin, l'euro numérique qui est conçu comme un complément, et pas du tout comme un concurrent, mais comme un complément, qui est en fait l'équivalent du billet, donc qui va permettre à terme les paiements anonymes, sécurisés, anonymes, hors ligne aussi, de particulier à particulier, de manière immédiate. Donc c'est un complément. Ce qui est très important, ce à quoi on réfléchit au sein de la Banque de France et de l'Eurosystème, c'est d'avoir une variété de moyens de paiement de manière à pouvoir résister à des aléas. Ça peut être une attaque cyber, ça peut être une inondation, une coupure d'électricité, ça peut être... Et donc on a besoin de tous les moyens de paiement et d'une autonomie
par rapport aux géants américains ou de plus en plus, je dois dire, chinois, indiens. Hein, vous savez que UPI, qui est la monnaie numérique indienne, est acceptée à la Tour Eiffel maintenant. On peut aussi continuer à payer en cash, hein, c'est très bien. Hein. Donc je le dis parce qu'on n'a pas de problème cyber avec le cash. Quoi. C'est d'ailleurs, non mais plaisanterie mise à part, en ce moment dans les pays d'Europe du Nord, limitrophes de la Russie, je pense à la Norvège, je pense à la Suède, il y a des craintes d'attaques cyber venant de Russie. Et les autorités suédoises et norvégiennes ont fait des recommandations il y a quelques jours aux banques pour continuer à alimenter en cash l'économie, de telle sorte qu'en cas de crise politique, on puisse continuer à pouvoir disposer de moyens de paiement dans ces pays. Alors que la Suède est un des pays où on utilisait le moins le cash. Hein, oui, ils ont carrément dit aux particuliers d'avoir 100 € dans leur placard. Voilà. Et alors, la Suède était un des pays dans lesquels on utilisait le moins le cash. Il y a même eu, c'était le premier pays à aller vers quelque chose qu'on a appelé la société sans cash, Cashless Society. Ça remontait il y a une dizaine d'années. Et la Suède a fait un tête-à-queue complet il y a quelques années, parce qu'ils se sont rendus compte que ça a été trop loin, que malgré tout, et on le voit dans le sondage qu'on fait nous tous les ans, il y a un attachement qui est extrêmement fort, un attachement viscéral, une confiance qui est absolument inébranlable, et l'idée qu'au fond, si on dit les choses, c'est une forme de liberté individuelle de pouvoir continuer à utiliser tous les moyens de paiement. Il y a aussi une autre dimension. Le cash est d'ailleurs le seul moyen de paiement anonyme. Alors demain, l'euro numérique. Mais les espèces sont le seul moyen de paiement qui ont cours légal, hein, l'Europe. C'est-à-dire qu'un commerçant peut refuser un paiement en carte bancaire, il peut refuser un paiement en chèque. Alors des chèques, il y en a de moins en moins. Et les paiements en carte bancaire, évidemment, maintenant sont très courants, particulièrement avec l'augmentation du sans contact. Mais le seul moyen de paiement qu'un commerçant ne peut pas refuser, aujourd'hui, ce sont les espèces. La règle, Marc, c'est 2 moyens de paiement minimum, dont le cash. Donc il doit accepter le cash, alors que la Suède, que tu citais, c'est l'inverse. Ils avaient autorisé les commerçants à refuser le cash. Tous les commerçants doivent accepter le cash, plus un deuxième moyen de paiement. Mais la Suède, et c'est ça que je voulais dire, est revenue en arrière. Il y a 3 ans, il y a une loi qui a été votée, parce qu'en fait, il y a une autre dimension, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, qui est celle de l'inclusion sociale. On parlait, j'étais hier à la Cité de la Réussite, il y avait un débat très intéressant sur l'IA. On a beaucoup parlé de fracture numérique. Il y a en France, c'est l'INSEE qui dit ça, je crois 17 ou 18% de personnes qui sont en situation d'électronisme, c'est-à-dire qui ont des difficultés avec les usages numériques, qui ont des difficultés d'accès aux outils numériques. Si les paiements deviennent 100% numériques, ces personnes-là n'auront plus accès aux paiements de tous les jours. Et donc, pour ces raisons d'inclusion financière, et c'est le cas d'ailleurs en Chine aussi en ce moment, parce que pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la Chine est un pays dans lequel, à 80%, 90%, maintenant on paye pour des raisons assez différentes de ce qu'on a vu en Suède, on paye avec les téléphones portables, avec ces 2 applications qui sont WeChat Pay. Pour le coup, c'est aussi un outil de surveillance en Chine. Et c'est un outil de surveillance. Et d'ailleurs, Agnès parlait d'euros numériques. Les Chinois expérimentent depuis quelques années le yuan numérique, mais avec une version un peu chinoise du yuan numérique, c'est-à-dire que on vous ouvre un compte directement à la Banque centrale. La Banque centrale peut donc savoir, en Chine, exactement ce que vous dépensez tous les jours. Ça ne sera pas le cas, je crois, en Europe. Hein. Je ne dévoile aucun secret en disant ça, sauf s'il y avait des projets cachés. Eh bien, en Chine, il se passe à peu près la même chose. Et c'est tout récent que ce qui se passe en Suède ou en Norvège, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont été trop loin, qu'il y a des personnes âgées, il y a des personnes dans les zones rurales, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ces moyens. Et donc, en fait, il faut un petit peu revenir sur cette idée de société zéro cash. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, pardon, quand on interroge les Français ou les citoyens du monde entier sur cette question, est-ce que vous imaginez demain une société sans cash? En France, à 80%, ils répondent non. Aux Pays-Bas, alors que c'est un pays qui est déjà très largement avancé dans la transition numérique. Je ne sais pas si vous avez essayé de payer en cash un taxi ou faire des courses à Amsterdam en payant en cash. C'est devenu extrêmement difficile. Les Néerlandais, à 91%, disent non, on ne veut pas d'une société sans cash. Donc il y a une forme de paradoxe, on appelle ça le paradoxe du cash, qui est au fond, on l'utilise de moins en moins au quotidien, c'est vrai, c'est incontestable. Mais on y tient. Bravo à la carte bleue et à la carte bancaire, pardon, et à tous les sociétés, mais on veut pouvoir
continuer à l'utiliser, parce que la société sans cash, c'est quelque chose, au fond, qui attire, parce que c'est pratique, c'est moderne. Et puis voilà, défendre le cash dans une assemblée comme celle-là, parfois c'est un peu difficile. Hein. On a l'impression qu'on est des vieux schnocks et qu'on s'attache à quelque chose qui est passé. Mais en réalité, quand on interroge les Français et quand on interroge les citoyens du monde entier, ils disent exactement la même chose. Donc il y a quand même une part de vérité là-dedans. Question de la salle. Oui, monsieur, on va vous porter un micro si il est là. Très bien. Oui, bonjour. Henri Franc. C'est une question plutôt adressée à Madame Benassi-Kéré. J'ai pas entendu le terme assouplissement quantitatif jusqu'à présent. Alors que c'est un peu le problème. Vous êtes familier des banques centrales, mais oui, tout le monde ne l'est pas. Et justement, je pense que c'est quand même le principe même de la confiance. Donc ça fait depuis 10 à 12 ans que les banques centrales et européennes, et surtout américaines qui ont commencé avec ça, pratiquent une injection massive de liquidités dans l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, on a eu une petite phase d'inflation et là, ça redescend un petit peu. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est encore aujourd'hui, on va dire, sur une économie dopée avec cet assouplissement quantitatif? Comment est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans la monnaie, sachant que tous nos cours d'économie nous disent si la planche à billets fonctionne trop, on va avoir une hyperinflation, on ne peut plus croire dans la monnaie. Alors qu'aujourd'hui, justement, on a des bilans de banques centrales qui sont surdimensionnés et surdopés. Donc, vous ne l'avez peut-être pas encore abordé jusqu'à présent. Mais non, c'est vrai, vous avez raison. C'est une question très importante, effectivement, que l'utilisation de la planche à billets, hein, c'est le nom vulgaire de l'assouplissement quantitatif, mais qui a été mis en œuvre massivement dans les années précédentes. Et certains économistes éminents disent c'est la route c'est la banqueroute, hein, au terme de cette route-là. Agnès, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais essayer de ne pas être trop technique. Donc, avant la poussée inflationniste de 2022, l'inflation en zone euro était trop basse. Elle flirtait avec le zéro, était 0,5, 1%. Alors, on peut avoir un débat sur ce que c'est qu'une inflation trop basse, trop haute, considérée comme trop bas. Les banques centrales se sont mis d'accord sur le fait que 2%, c'était un rythme raisonnable, suffisamment haut pour avoir quand même un petit peu d'huile dans les rouages de l'économie, mais suffisamment bas pour qu'on n'y pense pas tous les jours. Donc elle était trop basse. Quels sont les outils que la Banque centrale a pour faire monter l'inflation à cette époque-là? C'est de baisser les taux d'intérêt. Mais quand elle arrive à 0 puis à moins 0,5%, c'est difficile de faire plus, hein, je pense que. Et donc, elle a trouvé ce moyen pour essayer de stimuler en fait le crédit et donc la demande. On explique ce que c'est, hein, ce moyen. Donc, c'est de la création monétaire via les banques qui irriguent l'économie. Hein. C'était en fait tout simplement d'acheter des titres sur le marché et donc de payer avec de la monnaie que la Banque centrale crée à ce moment-là. Donc ce n'est pas de la monnaie hélicoptère, attention. Hein. Ce n'est pas Christine Lagarde qui survole la zone euro en hélicoptère en jetant des billets. Dommage, on attend de voir ça. Ça se passe sur les marchés secondaires, hein, très important. Ce n'est pas un financement monétaire direct. Donc d'acheter des titres à des banques, mettons, qui s'en séparent et en échange, récupèrent du cash qui est un compte à la Banque centrale. Donc c'est comme ça. Ça permet de faire baisser les taux d'intérêt, non pas seulement à très court terme, mais à plus long terme. Ça a eu un effet. Ça a eu un effet sur l'inflation. Et évidemment, avec la poussée inflationniste ou la stop, donc les banques centrales ont arrêté, la BCE a arrêté, l'eurosystème a arrêté, et on est maintenant dans une phase de restriction quantitative où mois après mois, le bilan de la Banque centrale se réduit. Évidemment, c'est un peu lent parce qu'on ne va pas, c'est évident, mettre 1000 milliards d'un coup sur le marché en vendant des titres. Il faut le faire évidemment progressivement pour ne pas trop déstabiliser les marchés. Voilà. Mais c'est bien quelque chose qui est en ligne de mire dans les banques centrales. Merci. Peut-être, oui, monsieur, madame. Monsieur d'abord, madame ensuite. On va prendre vos deux questions consécutives et nos intervenants vont y répondre collectivement. Bonjour, Sébastien Bouchereau. Je vous prie de m'excuser si vous avez déjà répondu à ma question, parce que je suis arrivé en cours de route. Donc si c'est le cas, allez-y, parlez sans crainte. Ne pas y répondre. Voilà, je voudrais savoir dans quelle mesure vous considérez qu'on puisse, et ça s'adresse à toute la table, dans quelle mesure vous considérez qu'on puisse faire confiance aux monnaies virtuelles et notamment au Bitcoin, dans la mesure où ce code a apparemment des codes d'exception créés par un inconnu
Et, on y a passé 25 minutes. Je suis désolé. Non, j'exagère. Et la réponse est non. Elle est unanimement non. Ah oui. Il ne faut pas faire confiance. Merci. Madame. Bonjour, on a quand même très peu parlé de la perspective historique. Alors, ça fait partie du titre « Confiance et défiance au cours des siècles ». Non, je suis un peu frustrée. Alors, je voulais savoir, par exemple, par rapport au moment où Louis XIV était obligé de s'endetter à des taux plus élevés que les banquiers de l'époque, comment vous compareriez justement cette époque-là où l'État était en très mauvaise posture à notre époque, y compris d'ailleurs l'État américain, qui est en train de s'endetter à mort, et je suis sûre que l'asset manager dont vous parliez tout à l'heure s'endetterait à des taux moindres. Merci Madame. On va s'adresser aux plus vieux d'entre nous, Marc et Stéphane, qui ont bien connu Louis XIV. Merci François, je reviendrai. Surtout Marc. Je reviendrai à des débats avec toi, ça c'est sûr. Non, j'ai quand même, d'un mot, je laisserai Stéphane répondre sur la question des taux d'intérêt, puisque vous avez compris que c'était son dada. L'État, les prélèvements obligatoires et les taux d'intérêt. Non, je vais revenir quand même sur la question du Bitcoin, parce que la question était, est-ce qu'on peut faire confiance dans le Bitcoin? Et on a dit, la réponse est non. Moi, je voudrais apporter une réponse un tout petit peu plus nuancée. Si vous pensez que le Bitcoin est une monnaie et que vous voulez vous en servir pour payer au quotidien, la réponse est clairement non. Le Bitcoin n'est pas une monnaie, on l'a dit plusieurs fois, c'est un actif spéculatif qui fonctionne, tu avais posé la question tout à l'heure, François, sans tiers de confiance. C'est-à-dire dans le système monétaire classique, il y a une banque centrale qui est censée garantir que le système monétaire et financier tient debout. Je la fais assez courte, mais je pense que c'est à peu près ça. C'est ce que les économistes appellent un prêteur en dernier ressort. Très bien. La particularité du Bitcoin, c'est que c'est créé complètement dehors de tout ça, dans une logique qui est décentralisée. Ce sont les acteurs du marché qui créent cet actif et qui ensuite s'en servent. Donc, au sens de monnaie, en effet, ça a été dit, ça n'est pas une monnaie. Après, si vous voulez investir dans quelque chose qui peut éventuellement prendre beaucoup de valeur, mais en perdre tout autant dans la suite, vous pouvez le faire. On l'a dit, c'est un actif spéculatif. C'est là où ceux qui pensent que le système va s'effondrer comme un château de cartes, parce qu'on a beaucoup dit pendant des années, le Bitcoin c'est comme une pyramide de Ponzi, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent en permanence pour alimenter le système. Mais on dit ça depuis 10 ans et le Bitcoin est toujours là. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, la directrice générale du Fonds monétaire international a fait une conférence très intéressante en disant on est un peu sorti de la période du Far West, on est en train de commencer à réguler, notamment en Europe, il y a une directive qui s'appelle... Non, mais en Europe, il y a une directive qui s'appelle MiCA qui est en train de se mettre en place. En France, notamment, on a été précurseur avec une loi qui s'appelait la loi Pacte. Et donc, on est en train de normaliser un peu ce monde un peu bizarre. Au début, c'était le Far West, c'était le Dark Web, c'était le financement de la drogue, c'était la Silk Road pour ceux qui l'ont connu. C'est-à-dire, on pouvait tout trouver avec du Bitcoin dans le Dark Web, de la drogue, des armes et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est quand même encore... C'est en train d'évoluer. Donc, moi, j'ai une vision un tout petit peu nuancée. C'est pas du tout une monnaie. C'est pas un actif stable, en aucune manière. C'est beaucoup plus volatile que les autres actifs. On l'a analysé, notre économiste Paris a analysé ça. On a des chiffres qui vont être publiés bientôt. Mais si vous avez envie d'acheter un actif spéculatif, vous avez le droit d'acheter un actif spéculatif. Si vous avez envie d'aller au casino d'Anguin ou au casino de Monaco pour Monte-Carlo pour dépenser de l'argent et prendre du risque, vous avez le droit de le faire. Merci Marc. Stéphane, pour la question de Madame sur... La perspective historique, elle est passionnante, elle est très intéressante et elle est source d'illusions d'optique. J'ai mentionné, parce qu'on se posait la question tout à l'heure sur l'intensité de l'épargne et de l'investissement intermédié par les marchés, ce qui s'était passé de manière spectaculaire entre les dernières années de Napoléon III et la guerre de 14. Avec la guerre de 14 arrive un renouveau de la fiscalité, notamment l'invention de l'impôt sur le revenu. Mais si on va sur la période longue, moi je vous conseille, je crois qu'il s'appelle Sarfati, ce gars qui a écrit un bouquin sur l'économie française sur la période longue. Un économiste de la Banque de France. Hein? C'est un économiste de la Banque de France. Ah oui, d'accord, il est super. Non, mais je vous assure, c'est un bouquin vraiment... Une des choses qu'il fait de manière très intéressante, c'est de
d'approximer ce que pouvait être le taux de prélèvement obligatoire à différentes époques. Et donc, il explique comment la formation des premières armées de métiers au Moyen-Âge prélève à peu près 2 à 3% du PIB. Bon, c'est des ordres de grandeur, évidemment, mais quand on arrive au grand siècle, ce que vous évoquez, même quand on cumule les guerres permanentes et Versailles, on arrive à peine à 9 ou 10% de la richesse nationale qui est captée par le truc. Pour une raison très simple, c'est que l'explosion de la dépense publique, c'est l'explosion des investissements en infrastructure de la révolution industrielle, mais surtout de la dépense sociale. Alors, Marc dit, il rappelle quand on était jeune et mince, qu'on était au cabinet de Dominique Strauss-Kahn à la fin du siècle dernier, avec un peu d'espièglerie, il explique que c'est mon dada, la dépense publique et la dette, mais à l'époque, on était dans des ordres de grandeur qui n'avaient rien à voir. Quand Lionel Jospin gouvernait la France, on avait une dette sur PIB qui était de 62, 63%, 65%. Là, aujourd'hui, on est à 117, 118%, c'est l'ordre de grandeur. Et on avait un déficit public qui était à 2, 3%, parce qu'on voulait se qualifier pour l'euro. Et aujourd'hui, on est à 6%. Donc, le monde, il a basculé dans un délirium gravis depuis. Sur les États-Unis, puisque vous mentionnez de manière très, très subtile ce point, il faut savoir qu'on dit toujours que les États-Unis ont une dette publique qui est supportable parce qu'ils peuvent imprimer des dollars. Oui. Mais il y a autre chose qui est encore plus puissant dans l'esprit des agences de notation, c'est que leur ratio de prélèvement obligatoire, c'est au niveau, quand on cumule tout, hein, le fédéral, le local, etc., c'est autour de 25%. Donc ils ont ce qu'appellent les agences de notation une capacité fiscale qui est très supérieure à nous. C'est-à-dire qu'ils pourraient augmenter les impôts de 25 à 30% et susciter des gisements de recettes fiscales colossaux sans déstabiliser leur économie, alors que nous sommes à une saturation de nos capacités fiscales. Évidemment, on peut continuer à ponctionner, mais on est déjà à 43-45%, et on est le taux le plus élevé du reste des pays développés. On a 5% de prélèvements obligatoires de plus que tous les pays qui vivent comme nous. Et on a évidemment 8% de dépenses publiques de plus que tous les pays qui vivent comme nous. Donc, c'est-à-dire, les États-Unis ont une capacité à faire face à leur déficit qui va au-delà du caractère impérial de leur monnaie nationale. Pour finir là-dessus, quand même, et parce que Marc m'a beaucoup stimulé là, en parlant et de la Chine et de Dada, et puisqu'il connaît bien la Chine, il connaît la phrase de Mao Tse-tung quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Les temps vers lesquels nous venons, c'est un moment de vérité, tout simplement parce qu'avant la crise à l'italienne ou à la portugaise ou à la Grèce qui est possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, quand les Grecs empruntent au marché sur 5 ans, ils payent moins cher que quand la France emprunte sur 5 ans. Et quand les Espagnols empruntent sur les marchés à 10 ans, ils payent moins cher que quand la France emprunte à 10 ans. C'est ça notre univers de nos peers dans les prêteurs. Donc ça, c'est-à-dire que chaque année là, on va avoir 18 milliards de plus de dépenses d'intérêt de la dette. 18 milliards, c'est ce qu'on dépense pour la gendarmerie et la police nationale, pour la mission de sécurité intérieure. Donc avant le crash, il va y avoir l'éviction, l'absorption de toute la recette fiscale, d'une partie croissante de la recette fiscale, pour payer des intérêts plutôt que de fabriquer des services publics. Donc ça arrive. Est-ce que ça finira comme les États généraux de mai 89 ? Ça dépend des esprits les plus entreprenants dans la salle. Merci. Merci à vous. On arrive au terme de ce débat. Merci à nos étudiants. Et je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants pour les remercier.